Affrontements meurtriers ce week-end en République centrafricaine. Ils ont opposé des groupes armés dans la région de Bria. Épidémie d'Ebola en RD Congo. Les autorités sont confrontées au difficile suivi des personnes en contact avec des malades. Puis nouvelle fusillade en Floride aux États-Unis. Bilan, 11 personnes blessées et 2 autres tuées par l'auteur qui s'est lui-même suicidé. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. En République centrafricaine, les affrontements meurtriers ont eu lieu samedi et dimanche. Selon la mission de l'ONU en Centrafrique et des témoins, ils ont opposé des groupes armés à Bria. Voici les détails. Affrontements entre groupes armés dans le centre-est de la Centrafrique ce week-end. Ils ont opposé les anti-Balaka qui prétendent défendre les non-musulmans au FPRC, entendez le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, des pertes sont à déplorer dans les deux camps. Face à la situation, les forces de sécurité centrafricaines et la police de la MINUSCA ont pris des mesures de sécurité et sont en alerte dans la ville. Les témoins ont précisé que ces heurts avaient fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Un bilan non confirmé par la MINUSCA. Des dizaines de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Les combats entre les anti-Balaka et les milices de l'ex-rébellion de la Séléka avaient cessé dimanche après-midi, mais des tirs sporadiques étaient toujours entendus dans la soirée. Les combats entre anti-Balaka et éléments du FPRC auraient pour origine un règlement de compte entre les éléments des deux camps à propos du vol d'une moto, selon des témoins. Il faut dire que depuis 2013, la quasi-totalité du territoire de la Centrafrique vit sous la coupe de groupes armés et de milices qui commettent d'innombrables violences et exactions. Groupes armés issus de la Séléka et milices s'affrontent aujourd'hui pour le contrôle des ressources de ce pays. Au Sénégal, la collecte des parrainages citoyens en vue de la présidentielle de février 2019 commence ce lundi. Jusqu'ici, le parrainage n'était exigé que pour les candidatures indépendantes, mais il s'impose désormais à tous. Les précisions, ce sera dans cet élément. Le chemin du palais présidentiel de Dakar passe par la collecte de parrainages citoyens. Cette réforme constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale en avril dernier a été très décriée par l'opposition qui y voit une tentative du régime d'écarter des adversaires politiques. Les candidats ont jusqu'au 26 décembre 2018 pour rassembler les signatures d'au moins 53 000 citoyens, validées ensuite par le Conseil constitutionnel. Les fichiers de collecte et les modalités ont été publiés au journal officiel. Au niveau des partis politiques, c'est le branle-bas de combat pour organiser cette opération. Il a fallu former des collecteurs et les déployer à travers le pays. Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle et leader du mouvement PASTEF, explique par exemple avoir ciblé les régions où son électorat est fort. Une stratégie pour engranger rapidement le plus de signatures possible. Les parrains doivent appartenir à au moins 7 régions différentes. Pour les identifier, il faudra à la fois leur numéro de carte d'électeur et celui de la nouvelle carte d'identité biométrique. Le but est d'éviter l'imitation et les fausses signatures. Pour les autorités, ce système de parrainage citoyen est une sorte de filtre aux candidats qui doit permettre d'alléger l'organisation du scrutin. Au moins 40 candidats sont déjà dans la course. 24 mars 2019, on connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle au Burkina Faso. En prélude à ce suffrage, une opération de révision du fichier électoral sera entamée d'ici à quelques semaines. Plus de précisions dans ce reportage. La
révision du fichier électoral en prélude au référendum constitutionnel vise à prendre en compte les Burkinabés en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral, en particulier les Burkinabés de l'étranger. C'est dans un tweet que la Commission électorale nationale indépendante CENI en a fait l'annonce. Selon un membre de la dite commission, la date prévue pour ce référendum est le 24 mars 2019. Le projet de constitution a été remis au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait entamé les consultations avec toute la classe politique afin de trouver une voie consensuelle pour son adoption. Mais face aux difficultés financières que traverse le pays, le gouvernement avait souhaité une adoption par voie parlementaire. Mais suite au refus des partis de l'opposition, le président Roch-Marc Christian Kaboré a opté pour le référendum, car c'est le consensus qui a prévalu pendant la rédaction du document, explique un membre du gouvernement. Dès le retour des vacances gouvernementales, le Conseil des ministres devra confirmer les dates de la commission électorale par un décret, explique cette même source. Et c'est à ce moment que la CENI procédera à une révision du fichier électoral. Dans le nouveau projet de constitution qui sera soumis directement au peuple burkinabé, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de 10 ans. Certains droits comme l'accès à l'eau potable ou à un logement décent et la reconnaissance du droit à la désobéissance civile y sont consacrés. Au Burundi, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que le gouvernement prendra part à la nouvelle session du dialogue de sortie de crise qui se profile à l'horizon. La dite rencontre est prévue pour se tenir en septembre en Ouganda. Les précisions dans ce reportage. Volte-face au pays de Pierre Nkurunziza par rapport au dialogue inter-burundais. Le gouvernement, qui a affirmé depuis des mois avoir définitivement tourné la page du dialogue national, vient d'annoncer son engagement à prendre part à la prochaine rencontre d'Entebbe dédiée pour. Selon une source diplomatique, l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa prévoit, avec l'aide de l'ONU, de l'OUA et de la région, d'organiser un 5e et dernier round du dialogue inter-burundais, celui de la dernière chance, et ce, dans la dernière semaine du mois de septembre à Entebbe, en Ouganda. L'initiative aurait rencontré l'assentiment de Bujumbura, qui n'entend pas être du reste. La 4e session du dialogue inter-burundais, organisée fin 2017 en l'absence de l'opposition en exil, s'était clôturée sans aucun accord. Les organisateurs de la prochaine rencontre espèrent bien qu'elle sera la bonne et donnera enfin le déclic pour une sortie de crise et un début de réconciliation nationale. Depuis que Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année, le Burundi est en crise. Les violences qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1200 morts et fait déplacer plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017. Des estimations de la Cour pénale internationale qui a finalement ouvert une enquête à cet effet. Les autorités congolaises sont actuellement confrontées à un casse-tête de suivi lié à Ebola, celui de s'assurer que les personnes qui ont été en contact avec des malades déclarés d'Ebola ne développent également des symptômes au risque de contaminer à leur tour d'autres personnes en RD Congo. Reportage. Contre la propagation de l'épidémie d'Ebola qui touche l'est de la République démocratique du Congo, c'est désormais une rude guerre qui est menée par les autorités du pays à divers niveaux. Actuellement, sur les plus de 2300 contacts recensés, les 3 cas sont effectivement suivis. Il est cependant à craindre un risque de contamination entre les personnes qui ont été en contact avec des malades déclarés d'Ebola. La République démocratique du Congo est donc en alerte maximale. Selon les autorités sanitaires, 105 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 77 confirmés et 28 probables, alors que le nombre de morts s'élève à 67. La 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu, faisant jusqu'à présent 103 morts. Le Nord Kivu est le carrefour commercial où la population congolaise, pour vivre et parfois survivre, est obligée de se déplacer. Une vaccination ciblée est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur dans le nord-ouest de la RDC et dont la fin a été annoncée pour le 24 juillet.
Le parti tunisien d'inspiration islamiste Ennahda a laissé les options ouvertes ce dimanche quant à sa consigne de vote sur un projet de loi instaurant égalité hommes-femmes dans l'héritage et défendu l'égalité mais également le respect du Coran. Ennahda, rappelons-le, est le grand parti allié de Nida Tounes, le parti présidentiel. Le tunisien Bédi Kaïd Essebsi a annoncé le prochain dépôt au Parlement d'un projet de loi inédit dans le monde arabe pour rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage, un test qui divise car il déroge à un principe inspiré du Coran. La loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. La position d'Ennahda, principal parti au Parlement et membre de la coalition au pouvoir, sur cette réforme de société était très attendue. Nous allons militer pour donner à la femme son droit dans l'héritage parce que la femme continue à subir une injustice en Tunisie, a déclaré dimanche Abdelkarim Harouni, président du Majlis al-Soura, le parlement interne du parti qui était réuni durant le week-end. Mais il a assuré que cette réforme devait se faire dans le cadre de la Constitution qui prévoit que l'État est civil mais protège la religion. Nous refusons tout projet contraire à la Constitution et aux tests catégoriques du Coran, a-t-il également ajouté, laissant donc le flou sur la position de son parti face à la réforme de l'héritage. La formation attend de voir le test exact du projet de loi pour prendre position, a indiqué Harouni. L'égalité dans l'héritage fait partie d'une série de réformes sociétales proposées par une commission présidentielle chargée de traduire dans la loi l'égalité consacrée par la Constitution de 2014, adoptée dans la foulée de la révolution ayant mis fin à la dictature. Puis aux États-Unis, la police et des agents du FBI mènent une perquisition à Baltimore dans une maison qui pourrait être liée au possible suspect d'une fusillade survenue en Floride ce dimanche. L'attaque dont l'auteur s'est suicidé a fait 2 morts et 11 blessés. Voici les images. 2 personnes ont été tuées et 11 autres blessées au cours d'une fusillade en Floride. L'auteur a ouvert le feu lors d'un tournoi de jeux vidéo, puis s'est donné la mort. Les victimes ont toutes succombé sur place. Les 11 personnes blessées sont toujours hospitalisées. La police a révélé l'identité de l'auteur de la fusillade. Il s'agit de David Katz, 24 ans. Il est originaire de Baltimore, la plus grande ville du Maryland, dans le nord-est des États-Unis. 3 individus sont décédés sur place. L'un d'entre eux est le suspect qui s'est suicidé. 9 victimes ont été transportées vers les hôpitaux de la région. 7 d'entre eux avaient des blessures par balle. En plus, il y a eu 2 autres blessés par balle qui ont été elles-mêmes à l'hôpital. Je suis heureux de vous annoncer qu'ils sont tous dans un état stable en ce moment. Toujours selon des sources policières, Katz était un concurrent du tournoi de jeux vidéo pendant lequel les faits se sont produits. La Floride a été marquée par plusieurs fusillades ces dernières années. En juin 2016, un homme a tué 49 personnes dans un club gay d'Orlando. Le 14 février 2018, un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu dans un lycée de Parkland, tuant 17 personnes avant d'être arrêté par les forces de police. Voilà la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.